Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est avec plaisir que je reçois Monsieur Baltasis du Boston Consulting Group. Il a eu la très grande gentillesse de nous accepter de faire une session exceptionnelle lors de ce live virtuel. Il va nous parler de Big Data, un état des lieux suite à une étude que son cabinet a réalisée sur une analyse qui remonte sur une période de 10 ans. Donc, on va voir une belle évolution. Donc, merci Elias. Je vous passe la main. Moi, je vais disparaître et je vous laisse le temps de charger votre présentation. Et bien sûr, on se retrouve après votre session pour répondre à toutes vos questions. Merci Yannick. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Elias Baltasis. Je suis associé au BCG, au Boston Consulting Group. Et je fais partie de Gamma qui, comme peut-être vous le connaissez, c'est la partie Data Science et intelligence artificielle de notre cabinet. Comme mon nom et mon accent l'indiquent, je suis grec d'origine, mais je grandis à Genève. Je fais mes études à l'EPFL et à Fribourg. Et j'essaie de changer la page de mon. Voilà. Ça fait longtemps que je travaille dans ce secteur et j'espère que ce que je vous dirai, ça vous intéressera. Donc, on va parler d'abord de la recherche que nous faisons sur les aptitudes relatives aux données, de comment on fait cette recherche, qu'est-ce que cette recherche montre, pourquoi on doit se fier. Et après, on va changer complètement de sujet, on va passer sur la réglementation européenne. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, c'est assez récent. Il y a une réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez important et je pensais que ce serait intéressant d'en parler. Donc, parlons d'abord de ces recherches qui est basée sur le plan cadre du BCG sur les aptitudes de données. Vous le voyez ici, évidemment, en version très simplifiée, c'est une pyramide. Pourquoi c'est une pyramide? Parce que nous pensons qu'il doit être réfléchi et mis en œuvre de façon top-down, du haut vers le bas, et non pas l'inverse ou de façon aléatoire. Et pourquoi? Parce que chaque niveau informe et renseigne le suivant. Il faut d'abord avoir une vision, il faut savoir ce qu'on essaye de faire avec les données. Est-ce que c'est juste améliorer certains secteurs de l'entreprise ou est-ce que faire une transformation plus radicale? Ceci nous renseignera sur le cas d'usage qu'on veut faire, comment est-ce que les identifier, comment les prioriser. Une fois qu'on connaît les cas d'usage, on peut mettre en place notre dispositif analytique. C'est en ce moment-là qu'on peut savoir si il nous faut de l'analytique décentralisée, de l'analytique centralisée. Est-ce qu'il nous faut plus de mathématiciens parce qu'on va se baser sur la prédiction ou est-ce qu'on va faire beaucoup plus sur l'optimisation ou est-ce qu'on va faire beaucoup plus de prédiction? Dans ce cas, il nous faut des statisticiens ou est-ce qu'il nous faut un mélange, etc. Et une fois qu'on connaît tout ça, on sait comment gouverner nos données, comment améliorer leur qualité. On sait est-ce que nous avons besoin de données en temps réel, est-ce qu'on a besoin de données granulaires ou pas et à quel niveau de granularité, à quel niveau de qualité, etc. Et c'est uniquement quand on connaît tout ceci qu'on peut choisir notre infrastructure analytique, puisqu'il n'y a que là qu'on connaît les contraintes que cette infrastructure doit satisfaire, et donc on peut la dessiner, l'améliorer et l'optimiser. Et c'est une fois qu'on connaît ces 5 niveaux qu'on peut décider de ce qui est stratégique et ce qui est important pour l'entreprise. On doit le garder, le maintenir et l'augmenter à l'intérieur de l'entreprise, et ce qu'on peut sourcer dans l'écosystème autour de nous, que ce soit d'autres compétences, que ce soit d'autres données, etc. Et évidemment, en parallèle de tout ça, il y a une très forte composante de change management, de gestion du changement, puisque tout ceci est relativement neuf pour la plupart des entreprises, et donc il faut gérer ce changement-là. Donc à l'aide de ce plan cadre, qui, comme nous venons de le voir, comprend
7 aptitudes qui sont elles-mêmes divisées en 20 dimensions, qui sont elles-mêmes divisées en environ 45 critères. Nous avons analysé un peu plus de 1100 entreprises dans 9 secteurs et nous avons attribué un score qui les classifie de 1, quelqu'un en retard, jusqu'à 5, meilleure practice. En fait, c'est par centaines, ça va de 100 jusqu'à 500. On pose des questions objectives qui nous permettent de faire donc d'attribuer ce score, mais on pose aussi des questions subjectives puisqu'on demande aux personnes interviewées quelle est leur ambition sur 3 ans. Et très rapidement, vous voyez ici l'échantillon qu'on a eu. Vous voyez sa répartition par rapport aux industries, par rapport à la taille des entreprises, les géographies avec une prépondérance de l'Europe évidemment, pour qu'on puisse capter ce qui se passe à l'intérieur de différents pays. Donc, ça, c'est ce que nous appelons au BCG le DACAMA, le Data Capabilities Maturity Assessment. Et en commençant par le niveau le plus haut, on voit que le marché continue à évoluer. En 2016, on était à un indice de 252, on a passé à 273, on est maintenant à 314. Donc, 2 constats. Le premier, c'est qu'on continue à évoluer et en plus, le rythme s'est accéléré. Parce que si vous voyez, on est passé d'un rythme de croissance d'environ 8% à un rythme de croissance d'environ 15%. Cette tendance positive se confirme quand on regarde comment les différentes entreprises sont classées dans les différents segments de maturité. En 2016, on avait à peine 21% des entreprises qui étaient, disons, dans le vert, dans le bon segment. Ceci a plus que doublé maintenant, puisqu'en 2021, on a 47%. Et on commence à voir tout à droite l'apparition d'un nombre assez significatif de sociétés qui approchent la best practice, la meilleure pratique internationale. Et évidemment, de façon symétrique, le nombre des entreprises qui sont dans le rouge, le nombre des entreprises qui sont très en retard, diminue aussi. Toutes les capacités, si on regarde ici les grandes catégories d'aptitudes, de capacités qu'on regarde, elles ont toutes évolué. Vous voyez ici en gris, c'est le score de 2019 et en vert, le score de 2021. Tout a évolué, mais si on regarde le rythme de croissance, on voit une image un peu différente. Parce que vous voyez, il y a les plateformes qui montrent le rythme de croissance le plus élevé. Par contre, les cas d'usage, le rythme de croissance le plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? C'est qu'après toutes ces années d'efforts importants où les entreprises travaillaient sur leur data lake, sur le data mesh, sur les API, etc., on commence à voir ces efforts aboutir. C'est pour ça qu'on voit les plateformes avoir une telle croissance. Par contre, toujours l'identification, la priorisation et l'industrialisation de cas d'usage, excusez-moi, est toujours à la traîne. Et ce qui est quelque chose d'assez important, puisque évidemment, il n'y a que les cas d'usage qui génèrent de la valeur. Le reste, c'est juste les facteurs qui aident la réalisation des cas d'usage. Si on va un peu plus bas, si on essaye de regarder de façon plus précise ce qui se passe, puisque évidemment, cette image au niveau des aptitudes du plus haut niveau est un peu trompeuse. Ici, on a sélectionné certaines dimensions. Et vous avez en vert, vous avez ici la moyenne de la maturité, qui cette année est à 315. Et donc, vous avez en vert tout ce qui est au-dessus de la moyenne et en orange le reste. Regardons ce qui se passe. On voit que du côté vision, les entreprises, le top management commence à comprendre. On a la vision que les entreprises ont de ce que l'intelligence artificielle et les données peuvent leur apporter est un facteur très positif. Si on regarde ici, le score le plus élevé est dans la partie gouvernance de données, mais il est relatif à la confidentialité et la sécurité de données, ce qui est
assez facile d'expliquer, puisque dans les deux domaines, on a eu une série de réglementations qui sont sorties. Et évidemment, la plupart des entreprises, enfin la quasi-totalité des entreprises, en tout cas des grandes entreprises, n'ont pas eu le choix que de suivre ce que la réglementation demandait, de se mettre en conformité et donc d'améliorer énormément cette chose-là. Et on voit aussi la même chose sur les politiques relatives aux données, puisque ceci reflète, excusez-moi, les actions mises en place pour la confidentialité et la sécurité. Par contre, si on regarde les autres domaines, on voit ici un grand trou orange qui, pour une partie, appartient à la gouvernance de données, puisqu'on a dit tout ce qui est confidentialité, sécurité et politique de données s'est amélioré, mais tout ce qui est modèle organisationnel, tout ce qui est mise en place de structures de données, tout ce qui est outils, reste à la traîne. Et évidemment, ça on l'a aussi mentionné, du côté analytique, on voit que la plupart des dimensions sont encore à la traîne. Enfin, un signe très positif, c'est que du côté de la gestion du changement et du leadership relatif à la gestion du changement, on se place très bien. Les entreprises commencent à savoir comment gérer tout cela. Si on regarde du côté régional, du côté des différentes géographies, les États-Unis sont toujours premiers. L'Europe les suit, elles sont les seules régions qui sont dans le vert, ça veut dire au-dessus de la moyenne, bien qu'à des niveaux différents, vous voyez en 328, 317, mais montrant le même signe de croissance. L'Asie et la région du Pacifique, c'est une partie assez bizarre et très polarisée, très diversifiée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ça, on a un très grand acteur qui est la Chine. Et la Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est en fait un pays lui-même très polarisé. La Chine a quelques-unes des entreprises les plus avancées en gestion de données, en intelligence artificielle de la planète. Elle a quelques grandes banques et quelques établissements financiers qui, eux aussi, sont très avancés. Mais de l'autre côté, il a le reste du tissu industriel et commercial qui est très en retard. Cette même région, l'Asie-Pacifique, comprend aussi la Corée qui est très en avance, le Japon qui est très en retard, etc. Finalement, ici, voyons, pour la première fois, on a des données sur le Moyen-Orient qui se place tout de suite en quatrième position, donc à une meilleure position que l'Amérique du Sud. C'est la première fois qu'on a séparé le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'il y a des efforts très visibles, aussi bien du côté de Dubaï, aussi bien du côté de l'Arabie saoudite, qui font un très grand effort de modernisation, de digitalisation de leur économie. Si on regarde maintenant du côté des secteurs, les 4 secteurs qui étaient premiers les autres années le sont toujours. Donc on a la technologie et les télécommunications, on a les institutions financières, principalement de banques, on a les produits de consommation et la grande distribution, et on a l'assurance. Et ça, c'est les 4 secteurs. Ils étaient premiers la dernière fois, ils le sont toujours et sont les seuls qui sont au-dessus de la moyenne. Tous les autres secteurs sont en dessous, mais j'attire votre attention sur le secteur de l'énergie et le secteur public. Si vous regardez la croissance, le secteur public, c'est celui qui a eu la plus forte croissance ces 2 dernières années, avec des efforts très spectaculaires, aussi bien en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, même au Moyen-Orient, de mise en place d'applications digitales, des applications gérées par machine learning, des applications gérées par intelligence artificielle et qui facilitent la vie des citoyens. Et c'est pour ça qu'on voit, la même chose s'est passée en énergie, l'énergie qui maintenant est dans une phase de diversification assez importante, et donc elle est obligée d'utiliser tous les moyens possibles. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la stagnation et le recul dans le classement de l'automobile, qui est préoccupé en ce moment par l'électrification, par le changement de mode de consommation de la voiture, par le passage
de la propriété à la location, etc. Et donc, ils n'ont pas pu progresser sur ça. Un dernier point qui est très important sur lequel je voudrais attirer votre attention est le suivant. Comme je vous disais, dans ce genre d'enquête, on pose une série de questions objectives pour évaluer la maturité des entreprises, mais on pose aussi des questions subjectives. On demande aux personnes interrogées, où pensez-vous que vous serez dans 3 ans? Quelle est votre ambition pour les années à venir? Et si vous regardez, en 2016, l'ambition pour 2019 était d'arriver à 411, d'arriver très proche de best practice. Malheureusement, ça ne s'est pas matérialisé. En 2019, la réalité était bien plus basse. Donc, on a reposé la question et l'ambition pour 2021, comme exprimé en 2019, était d'arriver pratiquement à 400. Donc, de faire 50% de plus. Remarquez, ce 398, il est bien plus bas que le 411. Donc, déjà, on commence à devenir plus responsable et plus relatif par rapport à ce qu'on attend. Mais ce 398, de nouveau, il ne s'est pas réalisé, puisque, comme on l'a dit, l'indice de cette année est de 315, donc beaucoup plus bas, 21% plus bas que ce qu'on attendait. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend que les entreprises continuent à sous-estimer la difficulté de développer certaines de ces aptitudes, mais qu'elles deviennent petit à petit plus réalistes. Elles commencent à comprendre la difficulté et donc elles ont des ambitions pour le futur plus réalistes. Bon, tout ceci est un aperçu très rapide au niveau de la situation. Nous avons évidemment beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus de détails avec toutes les coupes possibles par région, par entreprise, etc. Mais évidemment, on n'a pas le temps de les voir ici. Et c'est pour ça que je pense que ce sera beaucoup plus utile de réfléchir sur le so what, sur ce que ces chiffres nous disent. Donc, la prochaine question pour moi, c'est pourquoi devrions-nous nous en soucier de tout ça? Et j'adore ces citations qui apportent une partie de la réponse, et pas de moi. L'intelligence artificielle, le futur de l'humanité, c'est lui qui devient le leader en intelligence artificielle, gouvernera le monde. Comme je le disais, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Vladimir Poutine. Pour ce que je vais vous montrer maintenant, on combine les données qu'on vient de voir avec des recherches que le BCG fait avec le MIT. Nous en faisons une par année, celle de 2, mais vous avez ici les 4 dernières, vous pouvez les trouver, sont publiques évidemment, vous pouvez aller soit sur le site du MIT, soit sur le site du BCG, vous pouvez les downloader. Celle de 2021 est en train de finir, elle sortira en septembre. Donc, qu'est-ce que nous montrent toutes ces données-là? Qu'il y a très peu de données, très peu de pays, excusez-moi, qui avancent vraiment en intelligence artificielle. Si on regarde, premièrement, la première chose, l'impact de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les entreprises qui disent qu'ils ont eu un vrai impact. Vous voyez, bon, déjà la Chine, la bonne partie de la Chine est presque 50% plus haut que les autres. Mais bon, les autres suivent. Mais si à cela, on ajoute les entreprises qui sont en pilote avancé, vous voyez que l'écart se creuse de façon significative. Donc la Chine est déjà devant. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme étatique doté de plusieurs centaines de milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont les BATX, les BATX, comme probablement vous le savez, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, c'est l'équivalent des GAFAM dans le monde chinois. Et en plus, ils ont toute une série de très grandes entreprises, notamment dans la banque et l'assurance, qui eux aussi sont très avancés dans l'intelligence artificielle. La vieille Europe, bon, elle est un peu en retard, elle est évidemment très en retard par rapport à la Chine, elle est un peu en retard par rapport aux États-Unis,
Mais la différence, c'est que les États-Unis ont les GAFAM qui poussent la recherche et le développement, qui créent des applications d'intelligence artificielle tous les jours, qui exploitent, qui génèrent et qui exploitent des données de façon dont nous, on ne le fait pas en Europe, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 4 entreprises sur 10 en Europe, 40% des entreprises qui disent qu'ils rencontrent du succès avec l'intelligence artificielle, alors qu'ils sont 7 sur 10 aux États-Unis et 8 sur 10 en Chine. On a voulu aller plus loin. Et pour analyser tout ça, on a combiné toutes ces données pour classer les catégories dans 4 clusters selon leur compréhension de l'intelligence artificielle. Leur compréhension, pas évidemment des principes théoriques, mais leur compréhension de ce que ça peut leur apporter, etc. Et l'adoption. Est-ce qu'ils l'ont mis, ce qu'ils ont compris en pratique et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Bon, on ne va pas passer le temps de regarder tous les 4 carrés. Je vous propose de se concentrer uniquement sur la diagonale, les plus mauvais et les meilleurs. Il y a quand même plus d'un tiers des entreprises qui sont dans ce que nous appelons les entreprises passives. Et il y a presque 20% d'entreprises qui sont dans les pays. On a voulu analyser ce que les uns faisaient différent des autres. Et franchement, si on devait résumer ça en une seule phrase, c'est que les entreprises pionnières travaillent at scale, travaillent à l'échelle de l'entreprise. Ils ne font pas des petits POC, proof of concept, à droite et à gauche, mais ils essayent d'impacter la totalité de l'entreprise. Et surtout, ils industrialisent leur intelligence artificielle. Ils le mettent en pratique et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Pourquoi ça c'est important? C'est important pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les entreprises pionnières creusent l'écart avec les autres. Si vous regardez ce qui se passe ici, si on regarde qui investit le plus d'argent dans l'intelligence artificielle, on s'attendrait franchement que ça soit les entreprises qui sont en retard, soit très en retard, soit un peu en retard, qui investissent le plus pour rattraper. Eh bien non, c'est les entreprises pionnières qui investissent le plus. Et qu'est-ce que cela fait? Ça fait que les entreprises intelligentes deviennent de plus en plus intelligentes. Si vous regardez comment la compréhension de l'impact de l'intelligence artificielle change d'une année à l'autre, de nouveau, ce sont les entreprises pionnières qui sont le plus en avance. Et de nouveau, pourquoi ceci est important? Il est important parce qu'on voit que les priorités commencent à diverger. Les entreprises pionnières, on leur demande quels sont vos problèmes, quels sont les défis que vous avez devant vous, et ils répondent que c'est surtout où trouver du talent, où trouver des ressources, où trouver des gens qui savent mettre tout ceci en pratique, et comment gérer toutes les priorités, toutes les opportunités qui se présentent à elles. Et si vous regardez les entreprises passives, elles se battent toujours avec les aptitudes technologiques, le détaillé qui ne marche pas, le moteur API qui ne marche pas, etc. Ou elles se battent, ou elles n'ont pas le support de leur top management, ou encore pire, ils n'ont pas encore réussi à identifier, à mettre en place et à trouver des bons cas d'usage et bâtir le business case autour. L'écart est en train de se creuser. La divergence entre les entreprises qui sont au digital et qui sont premières au digital et à l'intelligence artificielle et les autres augmente. Et au BCG, nous craignons que bientôt, cet écart deviendra impossible à combler. Bon, pour conclure cette première partie, si on devait retenir 3 ou 4 choses, moi je vous propose les choses suivantes. Premièrement, que sur la totalité du marché, les aptitudes de données continuent à mûrir et en fait à un rythme accéléré. Que identifier, prioriser, industrialiser les cas d'usage et l'aptitude qui est les moins mature
Et ça, c'est très important parce que ça indique un gap, un écart dans la création de valeur entre les entreprises qui sont en retard et celles qui sont en avance. Tous les secteurs économiques continuent à progresser avec une évolution très positive dans le secteur de l'énergie et surtout dans le secteur public, évolution très spectaculaire. La Chine, et je répète, la Chine, ce n'est pas toute l'Asie, l'Asie est assez hétérogène en fait, mais la Chine et l'Amérique du Nord sont en avance sur la course entre les pays. Et enfin, un écart d'aptitude entre les entreprises pionnières et les entreprises passives, ça veut dire entre les entreprises qui sont en avance et les autres, est en train de se creuser. Ça impacte les priorités et ça crée un cercle vicieux ou vertueux, selon le point de vue, selon si vous êtes pionnière ou passive, qui creuse de plus en plus cet écart. Donc, je vous propose de nous arrêter ici quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, très bien. Très bien, bon, s'il n'y aurait pas de questions, je vous propose de changer complètement de sujet et de parler de la réglementation. Je sais que ça ne colle pas avec le titre de l'exposé, que j'ai dû écourter de quelques pages, mais je pense que c'est suffisamment intéressant et important pour qu'on en discute. J'aime beaucoup cette citation de Paulson. Paulson, si vous vous souvenez, il était l'ancien PDG de Goldman Sachs et il était surtout l'ex-secrétaire du Trésor, ça veut dire ministre des Finances des États-Unis sous l'administration Bush. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a même pas 2 mois, la Commission européenne a publié une réglementation un draft de réglementation sur l'intelligence artificielle, qui est le premier cadre législatif aussi large sur l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres. Il y a notamment plusieurs textes aux États-Unis, mais qui sont tous devant le Sénat, mais aucun n'a été ratifié encore. Et vous savez comment ça risque de se passer. La nature a horreur du vide. Ici, nous sommes clairement devant un vide législatif et le premier qui publie risque de devenir le standard mondial par défaut. La même chose qui s'est passée avec la GDPR, la RGPD en français, qui est en fait la réglementation qui a inspiré la LPD, que vous connaissez, la CCPA, la California Consumer Privacy Act, qui est le premier qui a suivi la GDPR, le Federal Privacy Act aux États-Unis, etc. Toutes ces réglementations ont été directement inspirées, voire copiées sur la GDPR. La même chose risque d'arriver avec cette réglementation ici. Évidemment, comme je viens de le dire, c'est un draft, il vient de sortir, ça fait même pas 2 mois qu'il est sorti, et il va être discuté pendant 2 ans. Ici, c'est important de voir que quand on préparait la GDPR, il y avait juste une année de préparation. Le fait qu'ici, il y en a 2 montre que la Commission européenne comprend que tout ceci est assez compliqué et il faut vraiment discuter beaucoup. Donc, évidemment, la version finale sera un peu différente de ce qu'on a vu, etc. Mais nous pensons que le cadre législatif restera le même. Cette législation aura un impact très important sur toutes les organisations qui font soit de la recherche, soit ils construisent, soit ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, regardons quelques éléments de base, quelques éléments. Le premier, c'est que la définition adoptée de l'intelligence artificielle est extrêmement large. Vous la voyez ici dans une version éditée, écourtée.
Donc, l'intelligence artificielle comprend tout système qui utilise du machine learning, des approches logiques basées sur la logique ou sur la connaissance, des approches statistiques, des moteurs d'inférence de déduction, des estimations bayésiennes, du raisonnement symbolique, des systèmes experts et des méthodes de recherche et d'optimisation. Franchement, moi, je ne vois pas quelque chose qui n'entre pas dans cette définition. Pratiquement tout ce qu'on fait entre dans cette définition. Cette définition et donc la réglementation qui va avec s'applique à tous les systèmes qui sont construits et vendus à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi tous ceux qui sont déployés et qui touchent des citoyens de l'Union européenne. La seule exception, c'est les systèmes qui sont préparés uniquement pour des raisons militaires. Par exemple, les systèmes de machine learning qui gèrent les drones ne sont pas inclus là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de définition géographique? Que si, par exemple, demain, une entreprise suisse commerciale utilise l'intelligence artificielle pour faire le pricing, la tarification de ses produits, et que ces produits sont vendus dans l'Union européenne, elle est soumise à de ces réglementations. La même chose pour les sociétés industrielles, la même chose évidemment pour les sociétés pharmaceutiques qui utilisent sûrement de plus en plus la recherche in silico, ça veut dire au lieu de faire des tests de labo, on fait des simulations d'intelligence artificielle, etc. Toutes ces entreprises-là risquent d'être soumises à la réglementation européenne de l'intelligence artificielle. Il y a 2-3 choses qui sont explicitement exclues, enfin interdites, et notamment tout ce qui est scoring social. On ne deviendra pas Chine. Tout ce qui est identification biométrique en temps réel, avec quelques exceptions quand même pour des questions de sécurité nationale ou de loi. Et tout ce qui est des techniques subliminales avec des utilisations de messages subliminaux. La réglementation introduit aussi la notion de cas d'usage à haut risque avec des obligations réglementaires assez importantes qu'on verra dans la page suivante. Ah non, j'ai oublié un point important, très important, que cette réglementation, pour l'instant, elle stipule qu'il y aura des amendes pouvant aller jusqu'à 30 millions ou 6% du 6% du chiffre d'affaires mondial d'une société. Et il suffit de calculer combien ça fait 6% pour Facebook ou pour Google pour voir l'importance de ces amendes. Ces amendes-là sont beaucoup plus importantes que celles qui ont été prévues pour la GDPR. Donc, comme je vous disais, il y a 8 catégories de cas d'usage à haut risque que vous avez ici à gauche. Il y a l'identification biométrique et la catégorisation de personnes, la gestion de l'infrastructure critique, tout ce qui est gestion de l'eau, distribution de l'électricité, du gaz, trafic routier, etc. Tout ce qui touche à la formation et notamment à l'accès à la formation. Vous vous souvenez peut-être le scandale qu'il y a eu l'année dernière au Royaume-Uni, quand ils ont voulu remplacer l'examen de fin d'études qui servait à classer les étudiants et à attribuer à chacun une université par un algorithme qui était tellement biaisé que ça provoquait des énormes dégâts. Maintenant, ceci, ce serait interdit. Tout ce qui touche la gestion de l'emploi et par exemple pour le recrutement, pour les décisions de promotion, etc. Tout ce qui touche l'accès aux bénéfices publics, aux services publics, tout ce qui est relatif à la loi, tout ce qui concerne la gestion des flux migratoires et le contrôle de frontières, et finalement tout ce qui touche la gestion de la justice et l'administration de la justice et du processus démocratique, donc des élections. Et donc, toutes les applications qui tombent dans une de ces 8 catégories
ont une série des obligations que vous voyez ici qui va d'une évaluation objective du risque, d'une documentation très poussée, etc., jusqu'à la déclaration obligatoire et l'enregistrement dans une base de données, européenne. Et ça risque de changer très fortement le paysage, puisque jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle fait partie un peu c'est moi l'expression, de la sauce secrète. Et les entreprises communiquent très peu sur les efforts et sur l'impact qu'ont les applications de données d'intelligence artificielle sur leurs pratiques. Et ceci augmentera très largement la transparence. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. On finit avec beaucoup d'avance. On a tout le temps pour les questions. Si vous en avez. Yannick, je vais on va passer. Partager mon écran. Super, je vous vois. Eh bien, merci pour votre intervention qui a été riche d'informations et notamment la partie loi là, qui était importante. On en avait discuté aussi avant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat box. Ne soyez pas timides, hein, puisqu'elles sont anonymes, donc vous pouvez nous envoyer par écrit vos questions. Et puis, si vous voulez joindre Monsieur Baltassis, vous passez par notre service de contact et puis on lui transférera les informations. Voilà, on va attendre encore un peu parce que moi je suis pas assez calé sur la question pour vous poser des bonnes questions. Donc je vais rester à ma place. Très bien, parfait. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était relativement clair. Exactement, c'est ce que je me dis. J'ai jamais de questions à mes séances non plus, donc c'est très efficace. Je vous remercie 1000 fois encore, et puis je vous dis à tout de bon et à tout bientôt alors. Merci beaucoup. Ah, c'était très clair, merci. Vous voyez, on a la confirmation. Donc voilà, ça confirme. Merci, au revoir. Très bien, au revoir. Au revoir.